rien ne dit « je t'aime » aussi bien que votre femme acceptant de prendre un verre avec son patron qui vous dévisage comme s'il choisissait un steak chez le boucher. Je suis assis ici, dans ce steakhouse hors de prix du centre-ville de Minneapolis, à regarder Mera battre des cils devant Tanné jossement comme si elle avait de nouveau 17 ans au lieu de 40 et qu'elle n'était pas mariée avec moi depuis 18 ans. Wilder, ça ne te dérange pas si j'emmène Mea pour quelques séances de mentorat, n'est-ce pas? La voix de Tanné dégouline de cette confiance qui vient du fait de ne jamais s'être entendu dire non. Ses dents sont trop blanches, son costume trop cher, et son alliance, eh bien, disons simplement qu'elle est là, mais il la porte comme si c'était un détail sans importance. Un silence s'installe à table. 6 autres couples du département marketing de Mea trouvent soudain leur steak fascinant. Je peux pratiquement entendre l'inspiration collective, comme si tout le monde attendait que le spectacle commence. Du mentorat, je répète, laissant le mot flotter dans l'air comme une mauvaise odeur. C'est comme ça qu'on appelle ça, maintenant. Mera me lance un regard à glacer le lac supérieur en plein mois de juillet. Wilder, ne sois pas ridicule. Tanné m'offre une véritable opportunité ici. Oh, j'en suis sûr. Je prends une gorgée de mon vin, une bouteille à $40 de quelque chose qui a le goût du regret. De quel genre de mentorat parlons-nous? Le genre pratique? Tanné se penche en arrière sur sa chaise, ce sourire de prédateur ne faiblissant jamais. Ton mari a un sacré sens de l'humour. Mea, je comprends pourquoi tu le gardes dans les parages. Me garder dans les parages, comme si j'étais un poisson rouge de compagnie. Je regarde Lena, la meilleure amie et complice par excellence de Mera, se pencher et chuchoter quelque chose à l'oreille de ma femme. Quoi qu'elle dise, Mera se détend, comme si on venait de lui donner la permission d'arrêter de faire semblant de se soucier de ce que je pense. Vous savez ce que j'en dis-je en me levant et en laissant tomber ma serviette sur mon assiette. Je pense que je vais me passer de dessert, mais vous deux, profitez bien de votre séance de mentorat. Je suis sûr que ce sera très instructif. Le silence qui suit est si épais qu'on pourrait le couper avec le couteau à steak que je laisse derrière moi. Je peux sentir Huiperdieu me brûler des trous dans le dos alors que je m'éloigne de la table, mais je ne me retourne pas. Au lieu de ça, je sors mon téléphone et je compose un numéro que j'ai mémorisé il y a 3 mois, quand j'ai commencé à soupçonner que quelque chose n'allait pas. Aya, c'est Wilder Sornel. Nous devons parler. Ayla Derek répond à la deuxième sonnerie, sa voix nette et professionnelle même à 21h30 un jeudi soir. Elle est la femme de Tanné. D'après ce que j'ai observé lors des événements de l'entreprise, ils se traitent comme des partenaires d'affaires qui se trouvent partager un prêt immobilier. Wilder, je me demandais quand vous alliez appeler. Vous vous y attendiez. Chérie, je suis marié à Tanné depuis 12 ans. Je sais quand il est à la chasse, et votre femme est dans sa ligne de mire depuis qu'elle a commencé à travailler là-bas il y a 6 mois. Je suis maintenant devant le restaurant, observant à travers la vitre mais à rire de quelque chose que Tanné dit. Sa main est sur son bras, et elle se penche si près que je peux voir les autres convives des tables voisines commencer à le remarquer. Qu'est-ce que vous voulez faire à ce sujet, je demande. Ce que toute femme intelligente ferait. Documenter tout, rassembler des preuves, et s'assurer que quand ce château de cartes s'effondrera, nous ne soyons pas ceux qui se retrouvent ensevelis dessous. Mon téléphone vibre. Un texto de Mea. Ne me fais pas honte. Je montre le message à mon reflet dans la vitre du restaurant et je ris. Trop tard pour ça, ma chérie. Ce bateau a déjà coulé quand sa main a touché ta cuisse sous la table. Je suppose qu'elle vous envoie des textos, la voix d'Ayla a une pointe d'amusement. Oh oui, apparemment c'est moi qui suis embarrassant ici. Retrouvez-moi demain à midi. Starbucks sur N-Pain. J'ai des choses à vous montrer qui pourraient changer votre perspective sur la durée de cette histoire. Avant de nous plonger plus profondément dans cette histoire, j'ai une petite requête. Veuillez vous abonner, laisser un like, un commentaire, et appuyer sur le bouton hype pour booster cette chaîne afin que plus de gens puissent découvrir ces incroyables histoires de Reddit. Je regarde Tanné faire signe au serveur pour une autre bouteille de vin. Le reste de la table a l'air de regarder un accident de voiture au ralenti, horrifié mais incapable de détourner le regard. Aya, encore une chose. Oui. De quelle quantité de preuves parlons-nous? Son rire est sec et froid. Assez pour les enterrer tous les deux si profondément qu'ils auront besoin d'une carte pour retrouver le chemin de la respectabilité. Je termine l'appel et jette un dernier regard à travers la vitre. La tête de Mera est renversée en arrière par le rire,
et la main de Tané n'est définitivement pas là où elle devrait être. Léna hoche la tête avec approbation, comme si elle regardait son feuilleton préféré. Mon téléphone sonne. Félix Roark. Mon avocat est l'une des rares personnes dans cette ville qui croit encore à des concepts démodés comme la loyauté et le respect de la parole donnée. Wilder, s'il te plaît, dis-moi que tu n'as rien fait de stupide au dîner ce soir. Définis le stupide. As-tu frappé le patron de ta femme? Non, mais la nuit est encore jeune. Bien, parce que je viens de raccrocher avec une femme très intéressante nommée Ayla Derek. Elle dit que vous allez travailler ensemble sur un petit projet. Je commence à marcher vers ma voiture, une Honda de 10 ans que Mera me harcèle de remplacer par quelque chose de plus approprié à notre statut social. En ce moment, je suis reconnaissant pour son anonymat. Quel genre de projet? Le genre qui implique des contrats de mariage, des clauses d'adultère, et le type de preuves qui tiennent devant un tribunal. Elle collecte des documents depuis des mois, Wilder. Photos, emails, dossiers financiers. Ta femme et son patron n'ont pas été aussi discrets qu'ils le pensent. J'arrête de marcher. Des dossiers financiers? Des cartes de crédit d'entreprise utilisées pour des dépenses personnelles, des réservations d'hôtels, des notes de restaurant pour deux alors qu'ils étaient censés être dans des réunions séparées. Ayla a monté un dossier comme si elle se préparait pour le procès du siècle. À travers la vitre du restaurant, je vois Mera et Tané se lever de table. Le reste du groupe a l'air soulagé que le spectacle soit terminé, mais je sais que c'est faux. Ce n'est la fin de rien. C'est juste le premier acte. Félix, j'ai besoin que tu sortes notre contrat de mariage et que tu révises la clause d'adultère. Chaque mot, chaque virgule, chaque faille juridique. Déjà fait. Et Wilder, cette femme que tu as épousée il y a 18 ans, elle a signé un accord très spécifique sur ce qui se passerait si elle décidait de sortir du mariage. Je ne pense pas qu'elle se souvienne à quel point nous avons rendu ce document blindé. J'atteins ma voiture et m'assois derrière le volant, regardant Mera et Tané sortir du restaurant. Il n'essaie même plus de se cacher maintenant. Sa main est dans le creux de son dos, la guidant vers sa BMW comme s'ils étaient déjà un couple. Encore une chose, Félix. Je veux que tu commences à tout documenter. Chaque appel téléphonique, chaque réunion, chaque preuve qu'Ayla nous donne. Quand ce sera fini, je ne veux aucun doute sur qui était la victime et qui étaient les prédateurs. Wilder, tu es sûr de ça? Une fois que nous nous engageons sur cette voie, il n'y a pas de retour en arrière. Ton mariage sera terminé. Je regarde Tané ouvrir la portière passager de sa BMW pour ma femme. Elle s'y glisse comme si c'était sa place. Comme si les 18 dernières années de notre vie ensemble n'étaient qu'un échauffement pour ce qu'elle pense commencer avec lui. Félix, mon mariage était terminé au moment où elle a posé sa main sur son bras et a souri comme si elle était célibataire. Je ne fais que le rendre officiel. Je démarre la Honda et sors du parking, suivant la BMW à distance. Pas parce que je les traque. Je sais déjà où ils vont. Le Marriott du centre-ville, le même endroit où ils se retrouvent 2 fois par semaine depuis 3 mois, selon les relevés de cartes de crédit que j'ai discrètement examinés. Non, je les suis parce que je veux voir à quel point ils sont devenus effrontés. Je veux les regarder entrer ensemble dans le hall de cet hôtel. Je veux voir s'ils sont assez stupides pour s'enregistrer sous leur vrai nom. Je veux documenter chaque erreur insouciante et arrogante qu'ils commettent. Mon téléphone vibre avec un autre texto de Méa. Je reste chez Léna ce soir. Ne m'attends pas. Je ris aux éclats dans la voiture vide. Rester chez Léna. Bien sûr. Léna, qui a probablement déjà posté sur les réseaux sociaux la super soirée entre filles qu'elle passe, avec des photos d'elle seule dans son appartement pour établir l'alibi parfait pour ma femme infidèle. Il se croit si malin. Il pense avoir tout prévu. Mais ce qu'il ne réalise pas, c'est que pendant qu'ils jouaient à leur petit jeu, d'autres personnes regardaient, prenaient des notes, rassemblaient des preuves. Et maintenant, il est temps que le public fasse partie du spectacle. Je me gare de l'autre côté de la rue, en face du Marriott, et je regarde Tané donner ses clés au voiturier. Mera ne jette même pas un regard autour d'elle pour voir si quelqu'un regarde. Elle est si confiante, si sûre d'elle. C'est sa première erreur. Sa deuxième erreur a été de sous-estimer la femme dont elle vole le mari. Ayla Derek n'est pas arrivée là où elle est en étant passive ou naïve. Elle y est arrivée en étant plus intelligente,
plus impitoyable et plus patiente que tout le monde autour d'elle. Et sa troisième erreur, eh bien, c'était de penser que j'allais simplement me laisser faire comme un bon petit mari. Je sors mon téléphone et envoie un texto à Ayla. Ils viennent de s'enregistrer au Marriott. Chambre 1247. Comment va ton équipement photo? Sa réponse arrive immédiatement. Qualité professionnelle. Et je connais le directeur de nuit. Il me doit une faveur. Je reste assis dans ma voiture pendant encore 20 minutes, à regarder les fenêtres de l'hôtel, pensant à 18 ans de mariage, à 2 enfants à l'université, et à une vie que je pensais construite sur quelque chose de solide. Ross a 22 ans, il termine sa dernière année à l'université du Minnesota. Amelia a 20 ans, elle étudie le marketing à Northwestern. Ironiquement, le même domaine que sa mère a choisi pour détruire notre famille. Ils savent tous les deux que quelque chose ne va pas. Les enfants le savent toujours. Ils posent des questions prudentes lors de nos appels téléphoniques hebdomadaires. Le genre de questions qui me disent qu'ils ont remarqué la tension, les chambres séparées, la façon dont leur mère et moi nous parlons à peine, sauf en cas de nécessité absolue. Demain, je devrais décider quoi leur dire. Comment expliquer à vos enfants que leur mère a décidé qu'elle voulait une vie différente? Une vie qui n'inclut pas la famille qu'elle a aidé à créer. Mais ce soir est consacré à la documentation, aux preuves, à la construction d'un dossier qui tiendra devant un tribunal et devant le tribunal de l'opinion publique. Mon téléphone sonne. Aya, je suis dans le hall, dit-elle. Le directeur de nuit est un vieil ami de l'université. Il va s'assurer que nous ayons un enregistrement de chaque fois qu'ils sont venus ici ensemble. De combien de fois parlons-nous? 17 visites au cours des 3 derniers mois. Toujours la même chambre. Toujours facturée sur la carte d'entreprise de Tanner. Et Wilder, ils ne se rencontrent pas seulement pour une heure ici et là. Nous parlons de nuitées, d'escapades de week-end, le package relationnel complet. Je ferme les yeux et m'appuie contre l'appui-tête. 17 fois. Pendant que j'étais à la maison, pensant que nous traversions une mauvaise passe que nous pouvions surmonter, elle construisait une vie entièrement séparée avec un autre homme. Il y a plus, continue Ayla. L'hôtel a des caméras de sécurité dans le hall, les ascenseurs, le couloir devant leur chambre. Mon ami va s'assurer que nous obtenions des copies de tout. Est-ce légal? L'hôtel a le droit de surveiller sa propre propriété à des fins de sécurité. Et si ces enregistrements montrent par hasard 2 personnes qui commettent un adultère et détournent potentiellement des fonds de l'entreprise pour leur divertissement personnel, eh bien, c'est juste de la bonne surveillance d'entreprise. Détournement de fonds. Je n'avais pas pensé à cet angle. Félix a mentionné quelque chose à propos des cartes de crédit d'entreprise. Oh, chérie, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Tanner utilise les ressources de l'entreprise pour courtiser ta femme depuis des mois. Dîner coûteux, week-end à Chicago et Milwaukee, cadeaux facturés sur le compte de l'entreprise et déguisés en divertissement client. Nous parlons de dizaines de milliers de dollars de fonds détournés. Je regarde les lumières s'allumer dans la chambre 1247. 2 silhouettes passent devant la fenêtre et je sens quelque chose de froid s'installer dans ma poitrine. Pas de la colère, exactement. Quelque chose de plus calculateur que ça. Aya, je veux te demander quelque chose et j'ai besoin que tu sois complètement honnête avec moi. Vas-y. Pourquoi m'aides-tu? Tu pourrais simplement divorcer de Tanner discrètement, prendre la moitié de tout et continuer ta vie. Pourquoi te donner tout ce mal? Le silence s'étire assez longtemps pour que je me demande si l'appel a été coupé. Puis elle rit, mais il n'y a pas d'humour dedans. Parce que Wilder, ta femme et mon mari pensent qu'ils sont plus malins que tout le monde. Ils pensent qu'ils peuvent nous humilier, détruire nos familles, voler l'entreprise, et partir ensemble vers le soleil couchant sans aucune conséquence. Et je serai damné si je laisse ça arriver. Donc, c'est une question de vengeance. Non, c'est une question de justice. La vengeance est émotionnelle, désordonnée, imprévisible. La justice est froide, calculée et absolument dévastatrice. Quand nous en aurons fini avec eux, ils ne se perdront pas seulement l'un l'autre. Ils perdront tout. Je termine l'appel et rentre à notre maison vide en banlieue. La maison que Méa et moi avons achetée quand nous croyions encore au pour toujours. La maison où nous avons élevé nos enfants, célébré des anniversaires, organisé des barbecues de quartier, et construit ce que je pensais être une vie qui valait la peine d'être protégée.
Maintenant, elle ressemble à un musée d'un mariage qui est mort sans que je m'en aperçoive. Je me sers 3 doigts de bourbon et m'assois dans mon bureau, regardant 18 ans de dossiers financiers, de déclarations d'impôts, de polices d'assurance et de documents juridiques. Tout ce qui représente l'infrastructure d'une vie partagée. Demain, je commencerai le processus de démantèlement de tout cela. Pas par colère, bien qu'il y en ait beaucoup. Pas par douleur, bien que ce soit là aussi. Mais par quelque chose de plus froid et de plus concentré que l'une ou l'autre de ces émotions. Demain, je commence à traiter cela pour ce que c'est vraiment, une guerre que quelqu'un d'autre a déclarée, mais que je vais finir. Le Starbucks sur Hennepin est bondé de la foule habituelle du déjeuner du vendredi. Des employés de bureau qui prennent un café hors de prix en faisant semblant que leur vie ne s'effondre pas. Je repère immédiatement Ayla. Elle est assise dans la banquette du coin, son ordinateur portable ouvert, l'air de diriger une réunion de conseil d'administration plutôt que de comploter la destruction de 2 conjoints infidèles. « Tu as une sale mine », dit-elle alors que je me glisse sur le siège en face d'elle. Je n'ai pas beaucoup dormi. Je n'arrêtais pas de penser à 17 visites à l'hôtel. Eh bien, accroche-toi parce que ce chiffre vient de passer à 18. Ils se sont enregistrés à nouveau ce matin à 10h30. Je la regarde fixement. Ce matin, Mera m'a dit qu'elle avait une réunion avec un client. C'est le cas. Avec ton remplaçant. Ayla tourne son ordinateur portable vers moi et je regarde des images de vidéosurveillance du hall du Marriott. Il y a Mera, entrant comme si l'endroit lui appartenait, portant la robe bleue que je lui ai achetée pour notre anniversaire l'année dernière. Elle porte un sac de voyage, le même qu'elle utilise pour ses déplacements professionnels. Comment as-tu obtenu ça si vite ? Je t'ai dit que le directeur de nuit est un ami. Mais plus important encore, je documente leur liaison depuis 3 mois. J'ai assez de preuves pour les enterrer tous les deux, mais je voulais attendre d'avoir tout ce dont j'avais besoin pour m'assurer qu'ils ne puissent pas échapper aux conséquences. Elle ouvre un dossier assez épais pour étouffer un cheval. Photos, emails imprimés, relevés de cartes de crédit, reçus d'hôtel, notes de restaurant, même ce qui ressemble à des relevés téléphoniques. Ça, c'est de mardi dernier, dit-elle en faisant glisser une photo sur la table. Elle montre Tané et Mera dans un restaurant chic du centre-ville, et sa main n'est définitivement pas en territoire approprié. Et ça, c'est d'il y a 3 semaines. La photo suivante me retourne l'estomac. Ils sont dans ce qui ressemble au hall d'un hôtel de luxe et ils s'embrassent comme des adolescents. Pas un baiser amical, pas un adieu désinvolte. C'est le genre de baiser qui dit qu'ils couchent ensemble, depuis un certain temps, et qu'ils ne se soucient pas de qui les voit. Où est-ce que ça a été pris ? Chicago. Ils y sont allés pour une prétendue conférence de marketing, sauf que la conférence durait 2 jours et ils sont restés 4, tout ça aux frais de l'entreprise, bien sûr. Je parcours d'autres photos. Mera riant de quelque chose que Tané dit. La main de Tané sur son dos alors qu'ils entrent dans un restaurant. Les deux montant ensemble dans sa BMW après ce qui était censé être une réunion d'entreprise. Depuis combien de temps sais-tu ? J'ai soupçonné quelque chose il y a 6 mois, quand Tané a commencé à travailler tard tous les soirs et à rentrer à la maison sentant un parfum qui n'était pas le mien. Mais je n'avais pas de preuves jusqu'à ce que j'engage un détective privé. Tu as engagé un détective privé ? Le meilleur argent que j'ai jamais dépensé. Il s'avère que ta femme et mon mari ne sont pas aussi prudents qu'ils le pensent. Ils ont des routines, des habitudes, des endroits préférés. Ça les rend faciles à suivre. Elle sort un autre dossier. Celui-ci est étiqueté « Dossier financier ». Je regarde les relevés de cartes de crédit. Les chiffres sont stupéfiants. Des milliers de dollars dépensés pour ce que l'entreprise pense être des dépenses professionnelles légitimes, mais qui financent en réalité la liaison de ma femme. C'est du détournement de fonds. Techniquement, c'est un détournement de fonds de l'entreprise, mais oui, c'est un crime. Et plus important encore, pour nos besoins, c'est un motif de licenciement immédiat et de responsabilité civile. Mon téléphone vibre. Un texto de Mera. Réunion client qui s'éternise. Je ne rentrerai pas avant tard ce soir. Je montre le message à Ayla. Elle vérifie sa montre. Ils se sont enregistrés à l'hôtel il y a 2 heures. Tu veux parier qu'ils ne remonteront pas à la surface avant au moins 18 heures ce soir ? Je sais tout de leur emploi du temps. Les mardis et vendredis après-midi au Marriott.
Les jeudis soirs dans son appartement quand je suis censé être en déplacement professionnel. Des week-ends une fois par mois dans diverses villes où ils peuvent faire semblant d'être un vrai couple au lieu de deux infidèles d'âge moyen en pleine crise de la quarantaine. Elle sort son téléphone et me montre une application de calendrier. C'est codé par couleur, détaillé, et ça suit chaque réunion, chaque voyage, chaque mensonge qu'ils ont raconté pour couvrir leurs traces. Tu prépares ça depuis un moment. Je me prépare à ça depuis le jour où j'ai réalisé que mon mari pensait qu'il était plus malin que moi. Tu vois, Tané fait une erreur cruciale dans toutes ses manigances. Il suppose que tout le monde est aussi stupide et négligent que lui. Et Mera, ta femme, est encore pire. Elle est tellement prise par l'excitation de la liaison qu'elle ne pense pas aux conséquences. Elle publie sur les réseaux sociaux depuis des restaurants où elle est censée être en réunion client. Elle utilise son vrai nom dans les hôtels. Elle s'est même vantée à Lena de se sentir à nouveau vivante. Vantée ? Ayla fait glisser un autre dossier sur la table. Celui-ci est rempli de messages textes imprimés. Lena a aussi documenté la liaison, mais pas intentionnellement. Elle était tellement excitée de vivre par procuration la rébellion de la quarantaine de ta femme qu'elle a sauvegardé chaque détail. Des captures d'écran de textos, des photos de leur soirée entre filles qui sont en fait des couvertures pour des nuits de liaison, même des messages vocaux où Méa parle de combien Tané est meilleur que toi. Je ne veux pas lire les messages, mais je ne peux pas m'en empêcher. Il y a ma femme décrivant des détails intimes de sa relation avec un autre homme à sa meilleure amie. Il y a Lena qui l'encourage, lui disant qu'elle mérite d'être heureuse, que je la retiens depuis des années. Celui-ci est mon préféré, dit Ayla, pointant un message d'il y a 3 semaines. Tané dit qu'il va quitter Ayla pour moi. Nous allons recommencer à zéro quelque part de nouveau, peut-être en Arizona ou en Californie. J'ai hâte de m'échapper de cette vie ennuyeuse et de vivre enfin à nouveau. Je lis le message 2 fois. Ma femme, la mère de mes enfants, parlant de notre mariage de 18 ans comme d'une peine de prison dont elle a enfin trouvé le moyen de s'échapper. Ils prévoient de partir ensemble. Oh, ils ont de grands projets. Tané parle de prendre une retraite anticipée, peut-être de créer une société de conseil quelque part au chaud et au soleil. Bien sûr, il prévoit de financer cette nouvelle vie avec l'argent qu'il détourne de l'entreprise. Et ta femme prévoit de financer sa part avec ce qu'elle pourra obtenir de votre règlement de divorce. Sauf qu'elle a signé un contrat de mariage. Un contrat de mariage très spécifique dans lequel tu as eu la prévoyance d'inclure une clause d'adultère. Le savais-tu à l'époque ou étais-tu juste méticuleux ? Je repense à il y a 18 ans, quand Félix a insisté pour inclure des clauses qui semblaient inutiles à l'époque. Mera en avait ri, disant que c'était comme planifier un échec avant même d'avoir commencé. Félix avait insisté, disant que c'était la pratique standard. Eh bien, ton avocat vient de t'éviter de perdre la moitié de tout ce pour quoi tu as travaillé. Selon la clause d'adultère, si l'un des conjoints est infidèle, il renonce à sa part des biens matrimoniaux au-delà de ce qu'il a apporté au mariage. Qu'est-ce que Mera a apporté au mariage ? Une voiture de 10 ans et environ $3000 sur un compte d'épargne. Tout le reste, la maison, les investissements, les comptes de retraite, même sa voiture, a été acquis pendant le mariage avec l'argent que tu as gagné. Je me rassois sur ma chaise, essayant de tout assimiler. En l'espace de 24 heures, ma compréhension de ma vie a été complètement bouleversée. Non seulement ma femme me trompe, mais elle prévoit de me quitter depuis des mois. Et elle était si confiante à ce sujet qu'elle se vantait de son plan d'évasion à ses amis. Il y a une dernière chose, dit Ayla. Et c'est là que nous passons de la collecte de preuves à l'action. Elle sort un dernier dossier. Celui-ci est étiqueté « Gouvernance d'entreprise ». Tané pense qu'il est intouchable parce qu'il est le PDG et que le conseil d'administration l'adore. Ce qu'il ne sait pas, c'est que j'achète discrètement des actions de l'entreprise depuis 2 ans. Pas assez pour la contrôler, mais assez pour avoir une influence significative sur les décisions du conseil. Tu possèdes des actions de l'entreprise de ton mari ? Je possède des actions de l'entreprise qui est sur le point de licencier mon mari pour détournement de fonds et harcèlement. Parce que c'est de ça qu'il s'agit, Wilder. Mera pense peut-être qu'elle contrôle la situation, mais Tané est son patron. Il a du pouvoir sur sa carrière, son revenu, sa réputation professionnelle. Toute relation entre eux est intrinsèquement coercitive. Je n'y avais pas pensé de cette façon, mais elle a raison. Tané n'est pas juste un type que Méa a rencontré dans un café. C'est son supérieur, la personne qui contrôle sa sécurité d'emploi et son avancement de carrière.
Le conseil d'administration se réunit mercredi prochain. Je vais leur présenter les preuves des malversations financières de Tané et de sa relation inappropriée avec une employée subalterne. D'ici jeudi matin, il cherchera un nouvel emploi. Et Mera, ta femme, sera prise au milieu d'un scandale d'entreprise qui la rendra inemployable à Minneapolis. Aucune entreprise n'embauchera quelqu'un qui a été impliqué dans un schéma de détournement de fonds, même si elle n'était pas le principal coupable. Mon téléphone sonne. Félix. Wilder, nous devons parler. Peux-tu me rejoindre à mon bureau dans 1 heure? Qu'est-ce qui ne va pas? Rien ne va mal. Tout se déroule exactement comme prévu. Mais il y a des mesures juridiques que nous devons prendre aujourd'hui si nous voulons protéger tes actifs avant que toute cette affaire n'explose. Je regarde Ayla, qui a écouté ma partie de la conversation. Vas-y, dit-elle. Occupe-toi des affaires juridiques. Je m'occuperai du côté de l'entreprise. Mais Wilder, après aujourd'hui, il n'y a pas de retour en arrière. Une fois que nous aurons entamé ce processus, ton mariage sera terminé. La carrière de Tané sera finie, et ta femme découvrira que les actions ont des conséquences. Je suis prêt. Bien. Parce qu'ils n'ont aucune idée de ce qui va leur tomber dessus. Je me rends au bureau de Félix en pensant aux conséquences. Pendant 3 mois, Mera et Tané ont vécu dans une bulle où ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient sans penser aux personnes qu'ils blessaient ou aux règles qu'ils enfreignaient. Ils étaient tellement concentrés sur leur propre bonheur qu'ils ont oublié que d'autres personnes ont aussi leur mot à dire. Le bureau de Félix est dans l'un de ces vieux bâtiments du centre-ville qui crie « cabinet d'avocats établi ». Le genre d'endroit où ils utilisent encore des livres reliés en cuir et des meubles en acajou pour vous rappeler que la justice est une affaire sérieuse. « Assieds-toi », dit Félix avant même que je n'ai franchi la porte. Nous avons beaucoup de choses à voir et peu de temps pour le faire. Il a des papiers étalés sur son bureau comme s'il se préparait pour un procès majeur. D'abord, la bonne nouvelle. Ton contrat de mariage est blindé. Mera a renoncé à ses droits sur les biens matrimoniaux si elle commet un adultère. Et grâce aux preuves d'Ayla, nous pouvons prouver l'adultère au-delà de tout doute raisonnable. Et la mauvaise nouvelle? La mauvaise nouvelle, c'est que si nous n'agissons pas vite, elle pourrait essayer de cacher ou de transférer des actifs avant que nous puissions les geler. J'ai besoin que tu signes des papiers aujourd'hui qui me permettront de prendre des mesures immédiates pour protéger tes intérêts financiers. Il fait glisser une pile de documents sur le bureau. Ceci me donne une procuration pour geler les comptes joints, transférer des actifs pour les protéger de la dissipation, et déposer une demande de divorce avec une requête d'ordonnance restrictive temporaire pour l'empêcher de disposer des biens matrimoniaux. À quelle vitesse cela peut-il se faire? Je signe les papiers, chaque signature donnant l'impression que je démantèle 18 ans de vie commune, un document juridique à la fois. Félix, je peux te poser une question? Vas-y. À quelle fréquence vois-tu des cas comme celui-ci? Le conjoint trompe, pense qu'il va partir avec la moitié de tout, puis découvre qu'il a en fait tout perdu. Plus souvent que tu ne le penses. Les gens sont tellement pris par l'excitation d'une liaison qu'ils oublient les considérations pratiques comme les accords juridiques et les conséquences financières. Ils pensent que l'amour triomphe de tout, y compris des contrats qu'ils ont signés quand ils avaient les idées plus claires. Que leur arrive-t-il généralement? Le conjoint infidèle. Ils finissent généralement avec rien, sauf la personne avec qui ils ont trompé. Et cette relation ne survit presque jamais au stress des retombées. Il s'avère que les relations construites sur la tromperie et la trahison ne sont pas de bonnes bases pour un bonheur à long terme. Je pense à Mera et Tané, probablement allongés dans leur chambre d'hôtel en ce moment, faisant des plans pour un avenir qui est sur le point de s'évaporer comme la brume du matin. Une dernière question. Dans combien de temps cela deviendra-t-il public? Les dépôts au tribunal sont des documents publics, donc probablement d'ici mardi ou mercredi de la semaine prochaine. Mais si Ayla prévoit de présenter des preuves au conseil d'administration, ce sera de notoriété publique dans les cercles d'affaires encore plus tôt. Bien. Félix me regarde attentivement. Wilder, je dois te demander. Es-tu sûr de vouloir suivre cette voie? Une fois que nous aurons déposé ces papiers, une fois que la réunion du conseil d'administration aura eu lieu, il n'y aura plus de retour en arrière. Ton mariage sera terminé, leurs carrières seront détruites, et ça va être très public et très moche. Je pense à 18 ans de mariage, 2 enfants à l'université, et une vie que je pensais construite sur l'honnêteté et le respect mutuel. Puis je pense aux 17 visites à l'hôtel, au fond de l'entreprise détournée,
et à ma femme se vantant de son plan d'évasion à ses amis. Félix, ils ont fait ce choix quand ils ont décidé d'avoir une liaison. Je m'assure simplement qu'ils vivent avec les conséquences de ce choix. Très bien, alors. Brûlons tout ça. Je rentre à notre maison vide, sachant que c'est probablement l'une des dernières fois que je la considérerai comme notre quoi que ce soit. D'ici la semaine prochaine, ce sera juste ma maison, et Mera se démènera pour savoir où elle va vivre avec le salaire qui lui restera après que le scandale d'entreprise aura détruit sa carrière. Je me sers un verre et m'assois dans le salon, regardant des photos de famille qui ressemblent maintenant à des pièces à conviction d'une scène de crime. Voici le jour de notre mariage. Nous deux, jeunes et assez stupides pour croire au pour toujours. Voici le jour de la naissance de Ross. Mera, épuisée mais heureuse, tenant notre fils comme s'il était la chose la plus précieuse au monde. Voici la remise de diplôme du lycée d'Amelia. Nous tous souriant comme si nous étions la famille américaine parfaite. Quand est-ce que tout a mal tourné? Quand Mera a-t-elle décidé que cette vie ne lui suffisait pas? Quand a-t-elle commencé à voir notre mariage comme une prison au lieu d'un partenariat? Mon téléphone vibre. Un texto d'Ayla. Ils viennent de quitter l'hôtel. Tané la dépose chez Lena pour qu'elle puisse maintenir son alibi. Tu veux parier qu'elle rentrera ce soir avec des histoires sur leur journée de shopping entre filles? Je ne réponds pas au texto. Au lieu de ça, je monte dans notre chambre et je commence à faire les affaires de Mera. Pas parce que je suis en colère, bien que je le sois. Pas parce que je suis blessé, bien que ce soit là aussi. Mais parce que d'ici lundi matin, elle ne sera plus la bienvenue dans cette maison. Et je veux être prêt. Il me faut 3 heures pour emballer 18 ans de vie commune dans des valises et des cartons. Ses vêtements, ses bijoux, ses livres, ses affaires personnelles, tout ce qui lui appartient est seulement à elle. Quand j'ai fini, j'empile soigneusement les cartons dans la chambre d'amis. Demain, quand elle rentrera avec ses histoires de shopping avec Lena, je lui dirai la vérité. Que je sais pour la liaison, que je sais pour le détournement de fonds, que je sais pour leur plan de s'enfuir ensemble. Et puis je lui tendrai les clés de sa voiture, la voiture qui sera saisie dans la semaine quand elle ne pourra plus payer les mensualités sans accès à nos comptes joints, et je lui souhaiterai bonne chance dans sa nouvelle vie. Parce que c'est de ça qu'il s'agit vraiment. Pas de vengeance, pas de punition, mais de conséquences. Des conséquences naturelles, logiques, légales pour des choix faits par 2 personnes qui se croyaient plus intelligentes que tout le monde. Elles sont sur le point de découvrir à quel point elles avaient tort. Mera rentre samedi soir avec des sacs de shopping et un sourire qui n'atteint pas tout à fait ses yeux. Elle porte une nouvelle tenue, quelque chose de cher et d'élégant qu'elle n'a certainement pas acheté au centre commercial avec Lena. Comment s'est passée ta journée entre filles? Je demande depuis la cuisine où je prépare un dîner pour un. Oh, tu sais, Lena. Elle m'a traîné dans tous les magasins de la ville. Je suis épuisé. Elle pose ses sacs et me donne un baiser rapide sur la joue, le genre de geste machinal que les couples mariés font quand ils agissent par habitude. Tu as trouvé quelque chose d'intéressant? Juste quelques nouveaux vêtements pour le travail. Tané a parlé de me promouvoir au poste de directrice marketing senior, alors j'ai pensé que je devais mettre à jour ma garde-robe. Tané a parlé de la promouvoir. Bien sûr. Je me demande si ces discussions sur l'avancement de carrière ont eu lieu avant ou après leur départ du Marriott cet après-midi. C'est super, chérie. Tu le mérites. Elle me regarde avec méfiance, comme si elle essayait de savoir si je suis sarcastique ou sincère. La vérité, c'est que je ne suis ni l'un ni l'autre. Je suis prudent, car dans environ 10 minutes, cette conversation va prendre un tour très différent. Je vais monter ranger tout ça, dit-elle, se dirigeant vers les escaliers avec ses sacs de shopping. Mera, attends. Nous devons parler. Quelque chose dans ma voix l'arrête. Elle se retournait, un instant, je vois une lueur de peur dans ses yeux. À propos de quoi? À propos de ta relation avec Tané Josman. Les sacs de shopping lui glissent des mains et tombent par terre. Son visage devient blanc, puis rouge, puis se fige dans l'expression qu'elle prend toujours quand elle est prise en train de faire quelque chose qu'elle ne devrait pas. Provocante, en colère et prête à attaquer. Je ne sais pas de quoi tu parles. Bien sûr que si. Tu parles des 17 fois où tu t'es enregistré au Marriott du centre-ville avec lui au cours des 3 derniers mois. Ou peut-être que tu parles des week-ends à Chicago et Milwaukee qui ont été facturés sur sa carte de crédit d'entreprise.
Ou peut-être que tu parles des messages textes que tu as envoyés à Lena décrivant à quel point il est meilleur au lit que moi. Elle me regarde fixement comme si je venais de parler dans une langue étrangère. Comment? Qui te l'a dit? Est-ce que ça a de l'importance? Le fait est que je sais. Je sais pour la liaison. Je sais pour le détournement de fonds. Et je sais pour vos plans de vous enfuir ensemble en Arizona ou en Californie. Elle s'effondre sur le fauteuil du salon comme si ses jambes ne la portaient plus. Wilder, je peux t'expliquer. Non, tu ne peux pas. Il n'y a aucune explication pour ça, Mera. Il n'y a aucune excuse, aucune justification, aucune façon de présenter ça comme quelque chose qui n'est pas exactement ce que ça semble être. Tu ne comprends pas. Entre nous, ça n'allait pas depuis des années. Nous sommes comme des étrangers vivant dans la même maison. Tanner me fait me sentir vivante à nouveau. Il me fait sentir comme la femme que j'étais avant de me retrouver piégée dans cette routine de femme au foyer de banlieue. Piégée. Elle se sent piégée dans la vie que nous avons construite ensemble. Alors au lieu de m'en parler, au lieu de suggérer une thérapie de couple ou d'essayer de travailler sur notre mariage, tu as décidé d'avoir une liaison avec ton patron et de détourner des fonds de l'entreprise pour la financer. Nous n'avons rien détourné. C'était des dépenses professionnelles légitimes. Des dépenses professionnelles? Mera, j'ai vu les relevés de cartes de crédit. Dîner romantique pour deux, suite d'hôtel, escapade de week-end dans des villes où l'entreprise n'a même pas de clients. Quel genre d'affaires meniez-vous dans ces chambres d'hôtel? Elle se lève et maintenant la provocation l'emporte sur la peur. Tu n'avais pas le droit de m'enquêter. Tu n'avais pas le droit de m'espionner ou de violer ma vie privée. J'avais tout à fait le droit de me protéger quand ma femme a commencé à voler notre mariage et à planifier d'abandonner notre famille. Abandonner notre famille? Les enfants sont des adultes, Wilder. Ils n'ont plus besoin de nous. Et ce que nous avions, ce que nous avons depuis des années, ce n'est pas un mariage. C'est juste de l'habitude et de la commodité. Notre mariage est terminé depuis des années. Nous n'avions juste pas le courage de l'admettre. Je me dirige vers le manteau de la cheminée et je prends notre photo de mariage, celle où nous avons tous les deux l'air jeunes, pleins d'espoir et assez stupides pour croire au pour toujours. Tu sais ce qui est drôle, Mera? Si tu étais venu me voir il y a 6 mois en me disant que tu étais malheureuse, si tu avais dit que tu voulais essayer une thérapie, ou même si tu voulais divorcer, j'aurais travaillé avec toi. Nous aurions pu mettre fin à ce mariage avec dignité, respect et équité. Mais maintenant tu as commis un adultère, ce qui viole le contrat de mariage que tu as signé il y a 18 ans. Maintenant tu as été impliqué dans le détournement de fonds de l'entreprise, ce qui est un crime. Maintenant tu m'as menti, à nos enfants, à tous ceux qui tiennent à toi, pendant des mois, pendant que tu planifiais ton évasion. La couleur quitte à nouveau son visage. Qu'est-ce que tu dis? Je dis que lundi matin, tu recevras les papiers du divorce et une ordonnance du tribunal gelant tous nos actifs communs. Je dis que mercredi, Tanner sera licencié pour détournement de fonds et harcèlement. Et je dis que d'ici la fin de la semaine prochaine, tout le monde à Minneapolis saura exactement quel genre de personne vous êtes, toi et ton petit ami. Elle s'assoit lourdement, comme si je venais de la frapper. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas détruire ma vie parce que tu es en colère à cause de la liaison. Je ne détruis pas ta vie, Mera. Tu as détruit ta propre vie quand tu as décidé de tromper ton mari et de voler ton employeur. Je m'assure simplement qu'il y ait des conséquences pour ces choix. Et les enfants? Eros et Amelia? Tu veux qu'ils voient leur mère humiliée et détruite? Ce que je veux, c'est que nos enfants comprennent que les actions ont des conséquences, que l'intégrité compte, et que les choix que l'on fait définissent qui l'on est. Tu as fait tes choix. Maintenant, tu dois vivre avec. Elle se met à pleurer, mais ce sont des larmes de colère, pas de tristesse. Ce n'est pas fini, Wilder. Je me battrai. J'engagerai un avocat. Je contesterai le divorce. Je vais. Tu vas quoi? Tu vas essayer de prouver que tu n'avais pas de liaison alors que j'ai des photos de toi l'embrassant dans des halls d'hôtel? Tu vas essayer de prétendre que ces frais sur la carte de crédit de l'entreprise étaient légitimes alors que j'ai la documentation de chaque fausse réunion d'affaires? Tu vas essayer d'argumenter que le contrat de mariage ne devrait pas compter alors que tu l'as signé volontairement et que ton propre avocat l'a examiné? Elle arrête de pleurer et me regarde fixement comme si elle me voyait pour la première fois. Je ne te reconnais plus. L'homme que j'ai épousé n'aurait jamais été aussi cruel.
La femme que j'ai épousée ne m'aurait jamais trompé avec son patron en s'en vantant à ses amis. J'imagine que nous sommes tous les deux des personnes différentes de ce que nous pensions. Je vais dans la chambre d'amis et je commence à sortir les cartons et les valises que j'ai fait hier. Qu'est-ce que c'est? Tes affaires. Tu ne restes pas ici ce soir et tu ne resteras plus jamais ici. Tu peux aller chez Léna. Tu peux aller à l'hôtel. Tu peux aller à l'appartement de Tané, peu m'importe. Mais tu ne restes pas dans cette maison. Tu ne peux pas me mettre dehors. C'est aussi ma maison. Plus maintenant. Depuis hier 17h, j'ai déposé des papiers au tribunal demandant l'usage exclusif du domicile conjugal en attendant la procédure de divorce. Étant donné que tu as commis un adultère et que tu as utilisé cette maison pour planifier et coordonner ta liaison, le juge est susceptible d'accorder cette demande. Je pose le dernier carton près de la porte d'entrée et je me retourne pour lui faire face. Mera, il y a 18 ans, nous nous sommes tenus dans une église et nous avons promis de nous aimer, de nous honorer et de nous chérir, pour le meilleur et pour le pire, dans la maladie et la santé, dans la richesse et la pauvreté, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Tu te souviens de ça? Bien sûr que je m'en souviens. Alors tu te souviens que nous avons aussi promis de renoncer à tous les autres. Tu as rompu cette promesse. Tu as rompu nos vœux de mariage. Tu as brisé notre famille. Et tu as brisé la confiance qui maintenait notre vie ensemble. Et tu as fait tout ça pour un homme qui trompe sa propre femme depuis des années et qui te trompera probablement aussi, une fois que la nouveauté se sera estompée. Tané m'aime. Tané aime l'idée de toi. Il aime avoir une femme plus jeune qui le fait se sentir puissante et désirable. Mais quand ce scandale éclatera, quand sa carrière sera terminée et sa réputation ruinée, quand il fera face à la ruine financière et à de possibles accusations criminelles, penses-tu vraiment qu'il restera pour t'aider à recoller les morceaux? Elle ne répond pas, mais je peux voir dans ses yeux qu'elle se pose déjà la même question. Voici ce qui va se passer ensuite, je continue. Lundi, tu recevras les papiers du divorce. Mardi, le conseil d'administration recevra un rapport complet sur les malversations financières de Tané et sa relation inappropriée avec toi. Mercredi, il sera licencié. D'ici vendredi, ce sera de notoriété publique et vos deux réputations seront détruites. Et après? Tu auras ta vengeance et tu vivras heureux pour toujours? Après, je reconstruirai ma vie sans la femme qui m'a trahi. Et tu trouveras comment vivre avec les conséquences de tes choix. Peut-être que toi et Tané partirez ensemble vers le soleil couchant. Peut-être que vous réaliserez que les relations construites sur des mensonges et la trahison ne durent généralement pas. Quoi qu'il en soit, ce n'est plus mon problème. Je lui tends les clés de sa voiture. Va prendre tout ce dont tu as besoin pour ce soir. Demain, tu pourras revenir avec un camion de déménagement pour prendre le reste de tes affaires, mais tu dois être parti d'ici une semaine. Elle prend les clés avec des mains tremblantes. Wilder, s'il te plaît. Ne pouvons-nous pas en parler? Ne pouvons-nous pas essayer de trouver une solution? Le moment de parler, c'était il y a 6 mois, avant que tu ne commences à coucher avec ton patron. Le moment de trouver des solutions, c'était il y a 3 mois, avant que tu ne commences à planifier de me quitter pour lui. Le moment de sauver notre mariage, c'était hier, avant que je ne découvre que tu menais une double vie et que tu t'en vantais à tes amis. Alors c'est tout. 18 ans de mariage et tu jettes tout ça par-dessus bord? Je ne jette rien par-dessus bord, Mera. Tu l'as déjà jeté. Je ne fais que nettoyer le désordre que tu as laissé derrière toi. Elle monte faire ses bagages et je m'assois dans le salon, écoutant ses mouvements dans ce qui était autrefois notre chambre. Des tiroirs qui s'ouvrent et se ferment. Des cintres qui raclent dans le placard. Le son de quelqu'un qui démantèle une vie qu'il pensait pouvoir abandonner sans conséquence. Mon téléphone vibre. Un texto d'Aïla. Comment ça s'est passé? Elle fait ses valises. Elle sera partie de la maison ce soir. Bien. La réunion du conseil est confirmée pour mercredi à 10h. D'ici midi, Tané sera au chômage et fera face à de possibles accusations criminelles. Et Méa, ta femme, sera un dommage collatéral dans un scandale d'entreprise qui la rendra inemployable dans cette ville. Elle devra repartir de zéro ailleurs, probablement avec beaucoup moins d'argent que ce sur quoi elle compte. Mera descend avec 2 valises et une housse à vêtements. Elle a l'air plus vieille que ce matin. Comme si le poids de ses choix l'avait vieilli de 10 ans en l'espace d'une conversation. Je t'appellerai demain pour prendre le reste de mes affaires.
Ne m'appelle pas, appelle Félix. C'est lui qui gère toutes les communications à partir de maintenant. Elle s'arrête à la porte et se retourne vers moi. Tu me détestes? Je réfléchis à cette question un long moment. Est-ce que je la déteste? Je suis en colère, déçu, trahi et blessé. Mais la haine est une énergie trop précieuse à gaspiller pour quelqu'un qui s'est déjà autodétruit. Non, Mera, je ne te déteste pas. J'en ai juste fini avec toi. Elle part et je verrouille la porte derrière elle. Puis je me sers un verre et j'appelle mes enfants. Ross répond à la deuxième sonnerie. Papa, qu'est-ce qui ne va pas? Tu n'appelles jamais aussi tard. Je dois vous dire quelque chose d'important, à toi et à ta sœur. Peux-tu mettre Amélia en ligne? Bien sûr. Attends. Quelques minutes plus tard, mes deux enfants sont au téléphone et je dois trouver comment leur dire que leur mère est une infidèle et que leur famille est sur le point d'exploser de la manière la plus publique et humiliante possible. Votre mère et moi allons divorcer, je commence. Elle a une liaison avec son patron depuis plusieurs mois, et cela va devenir de notoriété publique la semaine prochaine. Le silence qui suit est assourdissant. Finalement, Amélia prend la parole. On savait que quelque chose n'allait pas, maman agit bizarrement depuis des mois, et vous deux vous parlez à peine. Tu vas bien, papa, demande Ross. Et maman, demande Amélia. Est-ce qu'elle va s'en sortir? Je pense à Mera, probablement assise dans le salon de Lena en ce moment, essayant de comprendre comment son plan d'évasion parfait s'est transformé en un désastre qui va détruire tout ce pour quoi elle a travaillé. Votre mère va devoir faire face aux conséquences de ses choix. Mais c'est une femme intelligente et capable, et elle trouvera comment reconstruire sa vie. Papa, la voix de Ross est prudente, comme s'il essayait de ne pas me contrarier. Vas-tu être vindicatif à ce sujet? Vas-tu essayer de lui faire du mal? Non, mon fils. Je ne vais pas essayer de lui faire du mal. Je vais juste m'assurer qu'elle ne s'en tire pas sans faire face aux conséquences de ce qu'elle a fait. Il y a une différence entre la vengeance et la justice. Et ce qui va se passer la semaine prochaine, c'est la justice. Après avoir raccroché, je m'assois dans la maison silencieuse et je pense aux conséquences. Pendant des mois, Mera et Tané ont vécu dans un monde fantastique où ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient sans penser aux personnes qu'ils blessaient ou aux règles qu'ils enfreignaient. Mais les mondes fantastiques ne durent pas éternellement. Et la réalité a une façon de se réaffirmer avec une efficacité brutale. Lundi matin, la réalité va frapper à leur porte, et elle portera des documents juridiques, des enquêtes d'entreprise, et le genre d'humiliation publique qui vous suit pour le reste de votre vie. Ils pensaient être assez malins pour s'en tirer. Ils pensaient être assez prudents pour ne pas se faire prendre. Ils pensaient avoir droit au bonheur, même si c'était aux dépens de tout le monde autour d'eux. Ils avaient tort sur toute la ligne. Et maintenant, ils vont découvrir à quel point ils avaient tort. Lundi matin arrive avec le genre de temps gris et maussade qui fait ressembler Minneapolis à un film noir. Je suis assis dans ma cuisine, buvant du café et lisant les nouvelles quand mon téléphone sonne. Félix. Les papiers ont été signifiés. Mera était chez Lena et l'huissier l'a attrapée là-bas à 7 heures ce matin. Elle a été officiellement notifiée de la procédure de divorce et du gel des avoirs. Comment l'a-t-elle pris? Selon l'huissier, elle lui a crié dessus pendant environ 5 minutes, puis lui a claqué la porte au nez. Lena est sortie et a essayé de soutenir que la signification était invalide parce que ce n'était pas l'adresse légale de Mera. Mais c'est valide. Complètement valide. Elle a été signifiée à son lieu de résidence actuel, ce qui est tout ce que la loi exige. À l'heure qu'il est, elle a probablement découvert que ses cartes de crédit ont été annulées et que son accès au compte joint a été suspendu. J'imagine Mea essayant d'acheter un café en allant au travail et voyant sa carte refusée. L'embarras, la confusion, la prise de conscience naissante que sa vie confortable vient de s'évaporer du jour au lendemain. Que se passe-t-il ensuite? Elle m'appellera probablement ce matin pour exiger une explication. Je la renverrai au contrat de mariage qu'elle a signé et lui suggérerai d'engager son propre avocat. Ensuite, nous attendrons la réunion du conseil de mercredi pour voir quel levier supplémentaire l'épreuve d'Aïla nous donne. Après que Félix ait raccroché, je me déclare malade au travail. Je suis analyste de système pour une compagnie d'assurance de taille moyenne. Le genre de travail stable et ennuyeux qui paie bien mais ne génère pas beaucoup d'enthousiasme lors des cocktails. Aujourd'hui, cependant, je ne veux pas être entouré de gens qui pourraient poser des questions sur la raison pour laquelle j'ai l'air de ne pas avoir dormi depuis 3 jours.
Au lieu de ça, je vais au centre-ville pour rencontrer Ayla pour ce qu'elle appelle le briefing final avant l'exécution d'entreprise. Elle m'attend dans un café à 3 pâtés de maison de l'immeuble de bureau de Tané, ressemblant à un général se préparant à la guerre. Elle a son ordinateur portable, 3 dossiers, et le genre d'intensité concentrée qui me fait plaisir qu'elle soit de mon côté. Rapport de situation, dit-elle alors que je m'assois. Mera a été signifié. Le gel des avoirs est en vigueur. Elle est probablement en train de réaliser que sa vie confortable vient de devenir très inconfortable. Bien. Tané ne sait encore rien, mais il le saura bientôt. J'ai programmé une réunion avec le conseil d'administration pour mercredi à 10 h. Je présente les preuves en tant qu'actionnaire préoccupé qui a découvert des irrégularités financières nécessitant une enquête immédiate. De quel genre de preuves parlons-nous? Elle ouvre le premier dossier et je regarde une feuille de calcul qui ferait pleurer de joie un comptable. Chaque dépense, chaque débit, chaque dollar détourné organisé par date est recoupé avec les dossiers d'hôtel, les reçus de restaurants et les itinéraires de voyage. 43 000 $ de fonds de l'entreprise utilisés pour des dépenses personnelles au cours des 6 derniers mois. Chambre d'hôtel, dîner coûteux, week-end, même des achats de bijoux codés comme cadeaux clients, mais qui étaient en fait des cadeaux pour ta femme. Des bijoux? Un bracelet en diamant de chez Tiffany, facturé sur le compte de l'entreprise comme cadeau de remerciement à un client, sauf qu'il n'y a aucune trace de réunion client ce jour-là. Et le bracelet a été livré au bureau de ta femme. Elle me montre le reçu. 3 000 $ pour un bracelet que Mera n'a jamais mentionné avoir reçu. Probablement caché avec tous les autres secrets qu'elle gardait. Le conseil va vouloir savoir depuis combien de temps ça dure et de combien d'argent on parle. C'est là que ça devient intéressant. J'ai demandé à notre comptable judiciaire de remonter sur 2 ans et le schéma de dépenses suspectes commence presque immédiatement après l'embauche de ta femme. De petites sommes au début, des déjeuners juste assez chers pour attirer l'attention, des voyages d'affaires qui duraient un jour de plus que nécessaire. Mais au cours des 6 derniers mois, ça a considérablement augmenté. Parce qu'ils sont devenus négligents. Parce qu'ils sont devenus confiants. Ils se croyaient intouchables, que personne ne faisait attention, qu'ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient sans conséquence. Elle ouvre le deuxième dossier qui contient ce qui ressemble à un organigramme d'entreprise. Voici ce qu'ils ne savaient pas. Je me positionne au conseil depuis 2 ans, en établissant des relations, en gagnant en crédibilité, en attendant le bon moment pour passer à l'action. Quand je présenterai ces preuves mercredi, je ne serai pas une épouse bafouée qui porte des accusations. Je serai une actionnaire majeure présentant des preuves documentées de malversation de la part de la direction. Quel est le résultat probable? Licenciement immédiat pour faute grave, ce qui signifie pas d'indemnité de départ, pas de parachute doré, pas de référence positive. Renvoi au procureur pour détournement de fonds. Poursuite civile pour récupérer les fonds détournés. Et destruction complète de sa réputation professionnelle. Et Mera, ta femme, sera un dommage collatéral. Elle sera licenciée dès le début de l'enquête, et son implication dans le stratagème la rendra inemployable dans le milieu des affaires à Minneapolis. Elle devra tout recommencer dans une nouvelle ville, dans un nouveau domaine, avec une enquête criminelle qui la suivra partout. Mon téléphone vibre. Un message texte d'un numéro inconnu. Nous devons parler. C'est insensé. Tu détruis des innocents pour un malentendu. M. Je montre le message à Ayla, qui rit. Des innocents. Un malentendu. Elle essaie toujours de contrôler le récit. Je réponds, toute communication passe par mon avocat, Félix Roark, chez Morrison, Klein, & Associates. La réponse arrive immédiatement. Ne fais pas ça, Wilder. Pense aux enfants. Pense à notre famille. On peut arranger ça. Maintenant, elle veut arranger ça, observe Ayla. C'est drôle comme les gens découvrent la valeur de la communication et du compromis après s'être fait prendre à tromper et à détourner des fonds. Je ne réponds pas au texto. Au lieu de ça, je pose mon téléphone face contre table et je me concentre sur les documents de présentation d'Ayla. Explique-moi la réunion de mercredi. 10 h, salle du conseil au 32e étage. 12 membres du conseil plus le secrétaire général et le conseiller juridique de l'entreprise. Je présenterai d'abord les preuves financières. Propres, factuelles, documentées. Ensuite, je présenterai les preuves de la relation personnelle comme contexte expliquant pourquoi les irrégularités financières se sont produites.
Quelle quantité de détails sur la liaison. Contrainte? Je n'y avais pas pensé de cette façon, mais elle a raison. Mera a peut-être eu l'impression de choisir d'avoir une liaison, mais Tané était en position de détruire sa carrière si elle refusait ses avances. C'est en fait pire qu'un simple adultère. Beaucoup pire. L'adultère est une faiblesse personnelle. Le harcèlement est un crime. Et utiliser les ressources de l'entreprise pour le faciliter, c'est du détournement de fonds. Le conseil n'aura d'autre choix que de le licencier immédiatement et de renvoyer l'affaire aux forces de l'ordre. Mon téléphone sonne. Félix. Wilder, je viens de recevoir un appel très intéressant du nouvel avocat de Mera. Apparemment, elle a engagé quelqu'un ce matin et ils veulent négocier. Négocier quoi? Elle a signé un contrat de mariage blindé et elle a commis un adultère documenté au-delà de tout doute raisonnable. C'est exactement ce que je leur ai dit, mais ils semblent penser qu'ils ont une sorte de levier qui va changer notre position. Quel genre de levier? Ils n'ont pas voulu le dire au téléphone. Ils veulent se rencontrer cet après-midi pour discuter de ce qu'ils appellent de nouvelles informations qui éclairent la situation sous un jour différent. Je regarde Ayla, qui a écouté ma partie de la conversation. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense qu'il bluffe. Quelles nouvelles informations pourrait-il bien avoir? Qu'elle était malheureuse dans le mariage? Que vous aviez des problèmes? Rien de tout cela ne change le fait qu'elle a triché et aidé à détourner des fonds de l'entreprise. Félix, organise la réunion. Je veux entendre ce qu'ils pensent avoir. Tu es sûr? Parfois, il vaut mieux ne pas donner à l'autre partie une tribune pour présenter ses arguments. Je suis sûr. S'ils ont quelque chose, je veux savoir ce que c'est. S'ils bluffent, je veux voir leur bluff. Après que Félix ait raccroché, Ayla et moi passons une autre heure à revoir la présentation au conseil. Chaque document est organisé. Chaque fait est vérifié. Chaque conclusion est étayée par des preuves. C'est le genre de présentation méthodique et professionnelle qui détruit des carrières et ruine des vies avec une efficacité silencieuse. Une dernière chose, dit-elle alors que nous remballons. Après la réunion du conseil de mercredi, tout cela va devenir public très rapidement. Les scandales d'entreprise ne restent pas secrets longtemps, surtout quand ils impliquent du détournement de fonds et du harcèlement. À quel point public parlons-nous? Les nouvelles locales, les journaux d'affaires, les réseaux sociaux. Ta femme et mon mari sont sur le point de devenir les emblèmes de la mauvaise conduite d'entreprise à Minneapolis. Tous ceux qu'ils connaissent, amis, famille, contacts professionnels, sauront exactement ce qu'ils ont fait. Je pense à Mera, probablement assise dans un bureau d'avocat en ce moment, essayant de trouver comment transformer 18 mois d'adultère et de détournement de fonds documentés en quelque chose qui ressemble à un malentendu. Bien, dis-je. Les actions devraient avoir des conséquences, et les conséquences devraient être proportionnelles au préjudice causé. Ils n'ont pas seulement trompé leur conjoint. Ils ont volé de l'argent, abusé de positions de confiance et prévu d'abandonner leur famille sans une seconde pensée. Des regrets? Je considère sérieusement la question. Est-ce que je regrette que mon mariage soit terminé? Oui. Est-ce que je regrette que mes enfants voient leur mère publiquement humiliée? Oui. Est-ce que je regrette que la vie de 2 personnes soit sur le point d'être détruite? Non, dis-je finalement. Je regrette que nous en soyons arrivés là, mais je ne regrette pas de m'assurer qu'ils fassent face aux conséquences de leur choix. Ils ont eu des occasions de gérer cela différemment, de mettre fin à leur mariage avec dignité, d'être honnêtes sur leurs sentiments. Ils ont choisi la tromperie, le vol et la trahison à la place. Alors on termine ça. On termine ça. Je rentre à ma maison vide, pensant aux conséquences, aux choix et à la façon dont les actions se répercutent de manière que les gens n'anticipent pas toujours. Mera et Tané pensaient qu'ils avaient juste une liaison, qu'ils prenaient juste un peu d'argent qui ne manquerait à personne, qu'ils planifiaient juste une nouvelle vie qui les rendrait heureux. Ils n'ont pas pensé aux personnes qu'ils blessaient, aux lois qu'ils enfreignaient, ou aux ennemis qu'ils se faisaient. Ils n'ont pas pensé au contrat de mariage, à la gouvernance d'entreprise, ou au fait que d'autres personnes ont aussi leur mot à dire. Demain, ils commenceront à apprendre toutes les choses auxquelles ils n'ont pas pensé. Et d'ici mercredi après-midi, ils comprendront que le monde est plein de conséquences pour les gens qui pensent que les règles ne s'appliquent pas à eux. Mon téléphone vibre avec un autre texto de Méa. S'il te plaît, appelle-moi. Je t'aime. On peut arranger ça. Je supprime le message sans répondre.
L'amour ne suffit pas à réparer la trahison, et il ne suffit certainement pas à réparer le détournement de fonds. Mais la justice pourrait suffire à réparer les dommages qu'ils ont causés à tous ceux qui les entourent. Nous le saurons mercredi. Mercredi matin arrive, clair et froid. Le genre de journée d'hiver à Minneapolis qui rend tout net et impitoyable. Je suis assis dans ma voiture de l'autre côté de la rue de l'immeuble de bureau de Taney, regardant les gens affluer au travail. La plupart d'entre eux ignorent que la carrière de leur PDG est sur le point de se terminer de manière spectaculaire. À exactement 9h45, je vois Ayla entrer dans le bâtiment, portant une mallette qui contient assez de preuves pour détruire 2 vies. Elle a l'air calme, professionnelle, comme si elle se rendait à n'importe quelle autre réunion d'affaires au lieu d'une exécution d'entreprise. Mon téléphone sonne. Félix. La réunion d'hier a été très instructive, dit-il. L'avocat de Mera pense qu'il a une preuve irréfutable qui va tout changer. Quel genre de preuve irréfutable? Il prétend que tu as aussi une liaison, et que Mera n'a commencé à voir Taney qu'après avoir découvert ton infidélité. Je manque de rire. C'est leur grande révélation? Que je trompe aussi? Et c'est le cas, Félix? Je n'ai même pas regardé une autre femme en 18 ans de mariage. Je travaille, je rentre à la maison, je regarde Netflix. Je suis le mari le plus ennuyeux de Minneapolis. C'est ce que je pensais. Mais ils semblent très confiants dans leurs informations. Ils prétendent avoir des preuves. Quel genre de preuves? Ils n'ont pas voulu me les montrer, mais ils ont fait allusion à des photos, des témoins, des documents de réunions secrètes. Ils veulent les présenter lors d'une conférence de règlement demain. Je réfléchis un instant. D'où pourrait-il obtenir des preuves d'une liaison qui n'a jamais eu lieu? Félix, je pense qu'ils fabriquent des preuves. De fausses photos, des témoins payés, des documents fabriqués. C'est un coup de dé désespéré de la part de gens qui savent qu'ils sont sur le point de tout perdre. C'est ce que je pensais aussi. Mais s'ils sont prêts à commettre un parjure et à présenter de fausses preuves, les choses pourraient devenir très moches très rapidement. Qu'ils le fassent. S'ils veulent ajouter la fraude et le parjure à leur liste de crimes, c'est leur choix. Mais je ne reculerai pas parce qu'ils menacent de mentir à mon sujet. À 10h exactement, je regarde à travers les fenêtres du bâtiment les gens entrer dans la salle du conseil au 32e étage. 12 membres du conseil, le secrétaire général, le conseiller juridique et Ayla, sur le point de présenter des preuves qui mettront fin à la carrière de Taney et l'enverront probablement en prison. Je n'ai pas besoin d'être dans cette pièce pour savoir comment ça va se passer. Ayla présentera ses preuves de manière méthodique, professionnelle, dévastatrice. Le conseil posera des questions, examinera des documents et arrivera à la seule conclusion possible, leur PDG est un criminel qui doit être licencié immédiatement. D'ici midi, Taney sera au chômage, en disgrâce et fera face à des accusations criminelles. Mon téléphone vibre avec un texto d'un numéro inconnu. C'est Taney. Nous devons parler avant que vous ne détruisiez nos 2 familles pour un malentendu. Je regarde le message un long moment. Un malentendu. C'est ainsi qu'il appelle 18 mois d'adultère et de détournement de fonds. Je réponds, pas de malentendu. Tu as volé ma femme et l'argent de l'entreprise. Maintenant, tu fais face aux conséquences. Sa réponse arrive immédiatement. C'est ta femme qui est venue à moi. Elle était malheureuse, négligée, cherchant quelqu'un qui l'appréciait. Je lui ai donné ce que tu ne pouvais pas. Tu lui as donné de l'argent volé dans une chambre d'hôtel. Très romantique. Rencontrons-nous pour un café. Laisse-moi t'expliquer ce qui s'est vraiment passé. Il y a des choses sur ton mariage que tu ne comprends pas. J'y réfléchis. Une partie de moi est curieuse d'entendre comment il va essayer de justifier ce qu'il a fait. Une partie de moi veut le regarder dans les yeux quand son monde s'effondrera. Starbucks sur N-Pain. Dans 1 heure. Merci. Tu ne le regretteras pas. En fait, je pense que c'est lui qui va le regretter. Je me rends au Starbucks où Ayla et moi avons planifié sa destruction, pensant à l'arrogance qu'il faut pour voler la femme d'un autre homme puis demander une réunion pour expliquer pourquoi c'était justifié. Taney Jossman est sur le point d'apprendre que certaines personnes n'apprécient pas de se faire voler, peu importe les bonnes intentions du voleur. Il est déjà là quand j'arrive, assis dans une banquette d'angle, ressemblant à un homme qui vient de réaliser que sa maison est en feu. Ses cheveux habituellement parfaits sont en désordre, son costume coûteux a l'air d'avoir servi de pyjama, et ses mains tremblent alors qu'il boit son café.
Wilder, merci d'être venu. Je n'étais pas sûr que tu le ferais. Je suis curieux d'entendre comment tu vas justifier le vol de ma femme et de 43 000 $ de l'argent de l'entreprise. Il grimace. Ce n'est pas ce que tu penses. Mera et moi, nous n'avions pas prévu que ça arrive. Ça s'est juste développé naturellement. Naturellement, bien sûr. Et le détournement de fonds, ça s'est développé naturellement aussi. Ce n'étaient pas des dépenses personnelles. C'étaient des coûts professionnels légitimes associés au développement de la clientèle et à la rétention des employés. Rétention des employés? C'est comme ça que tu appelles acheter des bijoux à ma femme et payer des chambres d'hôtel? Mera est une employée précieuse. L'entreprise a beaucoup investi dans son développement professionnel. Je me penche en arrière sur ma chaise et j'étudie son visage. Il croit vraiment ce qu'il dit. Il s'est convaincu que sa liaison avec ma femme était une sorte de stratégie d'entreprise. Tane, laisse-moi te demander quelque chose. Sais-tu ce qui se passe dans ton immeuble de bureau en ce moment? Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire qu'en ce moment même, ta femme présente des preuves de ton détournement de fonds et de ton harcèlement au conseil d'administration. D'ici la fin de cette conversation, tu seras probablement au chômage. La couleur quitte son visage. Ayla ne ferait pas ça. Elle n'a pas accès au dossier de l'entreprise. Elle a accès aux relevés de cartes de crédit, aux reçus d'hôtel, aux notes de restaurant et aux photographies de toi et de ma femme dans des positions compromettantes. Elle documente votre liaison depuis des mois. C'est impossible. Nous étions prudents. Vous étiez stupides. Vous avez utilisé des cartes de crédit d'entreprise. Vous êtes resté au même hôtel à plusieurs reprises. Vous êtes allé dans des restaurants où les gens pouvaient vous voir. La seule chose dont vous avez été prudent, c'est de ne pas dire à vos femmes ce que vous faisiez. Mon téléphone vibre. Un texto d'Ayla. C'est fait. Le conseil a voté à l'unanimité pour le licencier immédiatement et renvoyer l'affaire aux forces de l'ordre. Il est en train d'être escorté hors du bâtiment. Je montre le message à Tane. Il le regarde fixement comme s'il était écrit dans une langue étrangère. Ça ne peut pas arriver. Ça arrive. Et ça va empirer. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que dans environ 5 minutes, la sécurité va t'escorter hors de ton immeuble de bureau devant tous tes employés. Je veux dire que d'ici ce soir, cette histoire sera dans toutes les nouvelles locales. Je veux dire que tu vas être accusé de détournement de fonds et de harcèlement et que tu vas passer les prochaines années à expliquer à de potentiels employeurs pourquoi tu as été licencié pour avoir volé de l'argent pour payer une liaison. Il met sa tête dans ses mains. Wilder, s'il te plaît. On peut trouver une solution. Je rembourserai l'argent. Je mettrai fin à ma relation avec Mera. Je ferai tout ce que tu veux. Ce que je veux, c'est que tu fasses face aux conséquences de tes actions. Ce que je veux, c'est que les gens comprennent qu'on ne peut pas voler la femme d'un autre homme et son argent sans en payer le prix. Je n'ai jamais voulu que ça aille aussi loin. Tu as voulu que ça aille exactement aussi loin. Tu as voulu voler ma femme, détruire mon mariage et vous enfuir ensemble avec de l'argent que tu as détourné de ton entreprise. La seule chose que tu n'as pas voulu, c'est te faire prendre. Mon téléphone sonne. C'est Mera. Wilder, qu'as-tu fait? Tane vient de m'appeler. Il a été licencié. Il dit que toi et Ayla avez tout planifié. Je n'ai rien planifié, Mera. J'ai juste fait en sorte qu'il y ait des conséquences à tes choix. Ils disent qu'il a détourné de l'argent. Ils disent que j'étais impliqué. Ça va détruire nos deux carrières. Tu étais impliqué. Tu as profité de l'argent volé. Tu as participé à de faux rapports de dépenses. Tu as aidé à couvrir le vol. Tu es impliqué. Je ne savais pas que l'argent était volé. Je pensais que c'était des dépenses professionnelles légitimes. Tu pensais que des bracelets en diamant et des week-ends étaient des dépenses professionnelles. Tu pensais que des chambres d'hôtel étaient des dépenses professionnelles. Allons, Mera. Tu n'es pas stupide, juste malhonnête. Que se passe-t-il maintenant? Maintenant, vous faites tous les deux face aux conséquences. Tane va être accusé de détournement de fonds. Tu vas être accusé de complicité. Vos carrières sont terminées. Vos réputations sont détruites. Et votre relation va s'effondrer sous le poids des enquêtes criminelles et de l'humiliation publique. Et toi, tu as ta vengeance et tu te sens bien d'avoir détruit la vie de deux personnes.
J'obtiens la justice. Il y a une différence. Je raccroche et je regarde Tané, qui est toujours assis la tête dans les mains. Elle te rejette la faute pour tout, je lui dis. Elle dit qu'elle ne savait pas que l'argent était volé. Elle dit qu'elle pensait que c'était toutes des dépenses professionnelles légitimes. Il lève les yeux et je peux voir le moment où il réalise que la femme pour laquelle il a détruit sa vie essaie déjà de le sacrifier. Elle savait. Elle m'a aidé à coder les dépenses, à créer de faux rapports de réunion, à couvrir nos traces. Donc, vous êtes tous les deux des criminels. Parfait. Vous vous méritez l'un l'autre. Je me lève pour partir, mais il m'attrape le bras. Wilder, attends. Il y a autre chose que tu dois savoir. Quoi? Mera est enceinte. Je me rassois lourdement. Qu'est-ce que tu as dit? Elle est enceinte. D'environ 8 semaines. Elle vient de l'apprendre la semaine dernière. Je le regarde fixement, essayant de traiter cette information. Ma femme est enceinte de l'enfant d'un autre homme. Tu es sûr que c'est le tien? Nous sommes sûrs. Le timing correspond parfaitement. Est-ce qu'elle veut le garder? Elle dit que oui. Elle dit que c'est un signe que nous sommes faits pour être ensemble. Que toute cette situation est le destin qui nous réunit. Je réfléchis un long moment. Ma femme, qui est sur le point d'être accusée de détournement de fonds, qui est sur le point d'être publiquement humiliée, qui est sur le point de tout perdre, est enceinte de l'enfant de son amant et pense que c'est un signe de l'univers. Tané, laisse-moi te donner un conseil gratuit. Quand ce scandale éclatera, quand vous ferez tous les deux face à des accusations criminelles, quand vos carrières seront détruites et vos réputations ruinées, cette relation ne survivra pas. Les relations construites sur des mensonges et le vol ne durent pas, surtout quand elles sont mises à l'épreuve par la pauvreté et l'humiliation publique. Tu n'en sais rien. Je sais que tu viens de la sacrifier en me disant qu'elle a aidé à couvrir le détournement de fonds. Je sais qu'elle vient de te sacrifier en prétendant qu'elle ne savait pas que l'argent était volé. Si vous vous trahissez déjà avant que la vraie pression ne commence, que penses-tu qu'il va se passer quand vous ferez tous les deux face à une peine de prison? Il ne répond pas, mais je peux voir dans ses yeux qu'il sait que j'ai raison. Bonne chance, Tané. Tu vas en avoir besoin. Je le laisse assis dans le café et je rentre chez moi, pensant aux conséquences, aux choix et à la façon dont les actions se répercutent de manière que les gens n'anticipent jamais. Mera pensait qu'elle choisissait une nouvelle vie avec un homme qui la faisait se sentir vivante. Au lieu de ça, elle a choisi le chômage, des accusations criminelles et la maternité célibataire avec un homme qui a déjà prouvé qu'on ne pouvait pas lui faire confiance. Tané pensait qu'il choisissait une femme plus jeune qui le ferait se sentir puissante et désirable. Au lieu de ça, il a choisi la destruction de sa carrière, de sa réputation et de sa liberté. Et moi, j'ai choisi la justice plutôt que la réconciliation, les conséquences plutôt que le pardon, la vérité plutôt que les mensonges confortables. J'ai choisi de m'assurer que les gens qui rompent leurs promesses et volent leur famille paient un prix pour ces choix. Mon téléphone sonne. C'est Ross. Papa, je viens de voir les nouvelles. Ils disent que le patron de maman a été arrêté pour détournement de fonds et que maman était impliquée. C'est vrai? C'est vrai, mon fils. Ta mère avait une liaison avec son patron et ils utilisaient l'argent de l'entreprise pour la financer. Maintenant, ils font tous les deux face à des accusations criminelles. Est-ce qu'elle va bien? Elle va devoir trouver comment reconstruire sa vie. Mais Ross, il y a autre chose que toi et Amelia devez savoir. Votre mère est enceinte. Le silence s'étire si longtemps que je pense que l'appel a été coupé. Point enceinte? De son bébé? Oui. Donc, nous allons avoir un demi-frère ou une demi-sœur qui naîtra en prison. Et toi, papa? Tu vas bien? Je réfléchis à cette question. Est-ce que je vais bien? Mon mariage est terminé. Ma femme est enceinte de l'enfant d'un autre homme. Et je viens d'orchestrer la destruction de la vie de 2 personnes. Mais je ne suis pas celui qui fait face à des accusations criminelles. Je ne suis pas celui qui a rompu ses promesses, volé de l'argent ou trahi les gens qui lui faisaient confiance. Je vais m'en sortir, mon fils. Je vais reconstruire ma vie, et je le ferai avec intégrité et honnêteté. Et je m'assurerai que toi et ta sœur compreniez que les actions ont des conséquences et que les choix que l'on fait définissent qui l'on est. Après avoir raccroché, je m'assois dans ma maison silencieuse et je pense aux fins. Ce matin, je me suis réveillé marié à une femme qui portait l'enfant d'un autre homme.
Ce soir, je vais dormir en tant qu'homme célibataire dont l'ex-femme fait face à des accusations criminelles. Ce n'est pas la fin que j'aurais choisie il y a 18 ans quand nous nous sommes tenus dans cette église et avons promis de nous aimer pour toujours. Mais c'est la fin que Mera a choisie quand elle a décidé que son bonheur était plus important que son intégrité. Et parfois, la bonne fin n'est pas la fin heureuse. Parfois, la bonne fin est celle où les gens font face aux conséquences de leurs choix et apprennent que les actions comptent. Mon téléphone vibre avec un dernier texto de Méa. J'espère que tu es heureux. Tu as tout détruit. Je réponds, je n'ai rien détruit. Tu as fait ça toute seule. Puis je supprime son numéro de mon téléphone, je me sers un verre et je commence à planifier le reste de ma vie. Une vie sans mensonge, sans trahison, sans gens qui pensent pouvoir prendre ce qu'ils veulent sans en payer le prix. Une vie où les actions ont des conséquences et où les conséquences ont un sens. Une vie où la justice compte plus que le confort et la vérité plus que la commodité.